Biographie de Charles de Foucault, chapitre 2. Les préliminaires du voyage. Le récit de son exploration au Maroc, publié par le vicomte de Foucault, commence à Tanger et à la date du 20 juin 1883. Or, le voyageur avait quitté Alger le 10 juin et il ne devait pas, selon ses projets, pénétrer par le nord dans l'empire défendu, mais chercher sa route par le Rif en traversant la frontière algéro-marocaine. Quelles raisons l'en ont empêché? Que s'est-il passé entre le 10 et le 20 juin? Nous n'en saurions pas grand-chose si par bonheur, revenu à Paris au milieu des siens, l'explorateur n'avait calligraphié à l'intention d'un de ses neveux, et sur de belles pages de vélin qui furent reliées avec les feuillets imprimés, 3 fragments importants, dont le premier raconte précisément les préparatifs du voyage et les incidents du début. Je publierai d'abord cette sorte de préface inédite de la reconnaissance au Maroc. De même, je citerai en entier l'histoire du guide Mardochée, non pas tant parce qu'elle est amusante, dramatique, un peu folle, comme tant d'histoires orientales, mais parce qu'elle fait connaître admirablement à quelle espèce d'homme Charles de Foucault s'était confié. Enfin, lorsqu'en analysant le livre à grands traits, je serai arrivé à ce passage, volontairement écourté, où l'auteur raconte son séjour à Bou el-Djad, je publierai le 3e fragment en tête duquel il écrivait ces lignes. J'eus des relations avec plusieurs membres de la famille de Sidi ben Daoud. Je les ai tus dans mon ouvrage parce que si la connaissance en était parvenue au sultan, cela aurait créé des dangers à mes amis de Bou el-Djad. À toi, mon cher neveu, je vais les raconter. Aujourd'hui, elles peuvent être racontées au public, ces entrevues au cours desquelles le jeune officier français, habilement interrogé et se sentant deviné, s'avoua chrétien et se confia à l'honneur de son hôte. Le temps accourut. Ce qui pouvait être une cause d'ennui, la mort était parmi ces ennuis possibles sous le règne des anciens sultans, a repris son caractère véritable de générosité rare et de chevalerie. Le traité de 1912 a permis de l'imprimer. Premièrement, le déguisement et les premiers pas. Le 10 juin 1883, à 5 heures du matin, j'entre dans une vieille maison du quartier juif d'Alger. C'est le domicile du rabbin Mardochée. Mon compagnon y vit dans une seule chambre avec sa femme et ses 4 enfants. Il m'attend. Je dois quitter chez lui mes vêtements européens et prendre le costume israélite, une longue chemise à manches flottantes, un pantalon de toile allant jusqu'aux genoux, un gilet turc de drap foncé, une robe blanche à manches courtes et à capuchon, djellabia, des bas blancs, des souliers découverts, une calotte rouge et un turban de soie noire sont préparés pour moi. Cela forme un costume juif, mi-algérien, mi-syrien, qui convient au rôle peut-être divers que j'aurai à jouer. Je m'habille et Mardochée, sa femme, ses enfants et moi sortons et descendons les ruelles en escalier qui conduisent au port où est la gare d'Oran. Nous partirons pour Oran à 7 heures du matin par le chemin de fer. Je demande 2 billets, en mauvais français, pour être d'accord avec mon costume. Mardochée fait ses adieux à sa famille. Nous voici tous deux assis dans une voiture de 3e classe. Le temps est admirable. Le wagon plein d'ouvriers arabes. Nous partons, entourés de gaieté et inondés de soleil. Je m'appelle le rabbin Joseph Allemand. Je suis né en Moscovie, d'où m'ont chassé les récentes persécutions. Dans ma fuite, j'ai été d'abord à Jérusalem, après y avoir pieusement passé quelque temps. J'ai gagné le nord de l'Afrique, et maintenant je voyage à l'aventure, pauvre mais confiant en Dieu. Une estime réciproque me lie à Mardochée Abisserour, comme moi savant rabbin, et qui a passé de longues années à Jérusalem. Mardochée porte un costume pareil au mien, cela nous donne un air de famille. Il me déclare que je lui ressemble et qu'à l'occasion il me fera passer pour son fils. Nous avons peu de bagages, un sac et 2 boîtes.
Les boîtes renferment la première une pharmacie qui me permettra au besoin de me dire médecin, l'autre un sextant, des boussoles, des baromètres, des thermomètres, du papier et des cartes. Le sac contient un costume de rechange et une couverte pour chacun de nous, des ustensiles de cuisine et des provisions. Comme argent, j'emporte 3000 francs, partis en or et partis en corail. C'est dans cet équipage que nous sommes entraînés vers Oran. Je vais à Oran parce que je veux entrer au Maroc par terre. Mon projet est de me rendre de Tlemcen à Tétouan en traversant la région du Rif, laquelle forme tout le littoral entre la frontière algérienne et Tétouan. D'Oran, j'irai à Tlemcen. Là, je m'informerai des moyens de voyager dans le Rif. Nous arrivons à Oran à 6 heures du soir. La gare est hors de la ville. De moitié avec 2 juifs qui étaient dans le train, nous prenons un fiacre qui nous porte à un hôtel fréquenté par des Israélites. Nous louons une chambre à raison de 2 francs par jour et tirant nos provisions, nous faisons en tête-à-tête notre premier repas du soir. Étrange maison que l'hôtel où nous sommes. J'ai eu un moment de surprise en m'entendant tutoyer par le valet. En Algérie, on tutoie les Juifs. 11 juin. Ce jour est le premier de la fête de Sbaot, Pentecôte, dans laquelle on célèbre le don de la loi fait à Moïse sur le Sinaï. Défense aux Israélites de voyager aujourd'hui ni demain. Je reste dans ma chambre. Mardoché va à la synagogue et en revient à la nuit avec un de ses coreligionnaires. Ils se mettent à causer. J'apprends que mon compagnon se livre à la recherche de la pierre philosophale. L'autre juif est un compère alchimiste. Longtemps je les vois discuter faiblement éclairés par une bougie, leurs ombres dessinant sur les murs d'énormes silhouettes. Je m'endors sur ma paillasse bercée par ces étranges discours. 12 juin. Vers 5 heures du soir, nous montons en diligence et partons pour Tlemcen. En me rendant à la voiture, j'entends un passant dire à son voisin en me montrant « Savez-vous d'où ça nous vient, ça ? Ça nous arrive en droite ligne de Jérusalem. » 13 juin. Arrivés à Tlemcen à 9 heures du matin, nous nous mettons aussitôt en quête des Juifs du Rif. À 1 heure, nous n'en avons pas trouvé un qui ait pu nous renseigner utilement. Fatigués, nous achetons du pain et des olives et nous nous mettons à déjeuner assis par terre sur une place. Pendant que nous sommes ainsi, passe à 2 pas de moi une bande d'officiers de chasseurs d'Afrique sortant du cercle. Je les connais presque tous. Ils me regardent sans soupçonner qui je suis. Notre après-midi est plus heureux que la matinée. Nous découvrons un certain nombre d'Israélites rifins. Ils viendront nous trouver à 8 heures du soir dans une chambre que nous louons et on discutera en réunion les moyens de traverser le Rif. Plus d'hôtels juifs ici, nous louons une chambre à une famille israélite. À 8 heures, tout est prêt pour recevoir notre monde dans une pièce de 2 mètres de large sur 5 de long, dont les murs, le sol et le plafond sont peints en gris, ont été placés sur un escabeau une bougie, une bouteille d'anisette et un verre. Les uns après les autres, une dizaine de juifs, la plupart à barbe blanche, entrent discrètement, et nous voici tous assis par terre en cercle autour de la bougie. Mardoché remplit le verre d'anisette, l'élève et dit « À la santé de la loi, à la santé d'Israël, à la santé de Jérusalem, à la santé du pays saint, à la santé de Sabaoth, à vos santés à tous, ô docteur. »« À ta santé, rabbin Joseph, dis-je. » Il trempe ses lèvres dans le verre et le passe à son voisin qui le vide, puis le verre fait le tour, et chacun des Juifs le vide d'un trait. Mardoché prend la parole. Il raconte son histoire et la termine par ce trait entièrement inventé. Mardoché a eu, voilà 2 ans passés, une discussion avec le frère de sa femme, et le jeune homme a quitté Alger, et on ne l'a plus revu. Depuis lors, la femme de Mardoché est inconsolable, elle ne fait que pleurer. Or, il y a quelques jours, on lui a dit que son frère était dans le Rif, exerçant le métier de bijoutier, sans pouvoir préciser en quelle ville. Aussitôt, elle a supplié son mari d'aller à la recherche du fugitif, et lui, bon époux, pour rendre le repos et la santé à sa femme, s'est décidé à ce voyage. Il est donc résolu à explorer le Rif, village par village s'il le faut, pour retrouver son beau-frère.
C'est ce qui l'amène aujourd'hui à Tlemcen. Pour ce jeune Israélite qui l'accompagne et qu'on l'entend nommer rabbin Joseph, c'est un pauvre rabbin moscovite qui se rend au Maroc, pays des Juifs pieux, pour quêter des aumônes. Mardochée l'a emmené avec lui et a payé son voyage jusqu'à Nemours par pure pitié. Maintenant, il supplie ses docteurs, qui tous ont habité le Rif, de recueillir leurs souvenirs et de lui apprendre, s'ils n'ont point connu celui qu'ils cherchent, un Israélite blond et pâle, âgé de 22 ans, nommé Judas Safertani. Quel présent ne fera-t-il pas à celui qui dira où il se trouve ? Les assistants réfléchissent, cherchent, discutent, mais en vain. Aucun d'eux ne connaît Judas Safertani. Mardochée soupire et les prie de lui donner au moins des renseignements sur le Rif. Par où y pénètre-t-on ? Comment y voyage-t-on ? En quel lieu y a-t-il des Juifs ? Quels sont les hommes influents du pays ? La conversation reprend sur ce sujet, l'anisette l'anime, de nouvelles bouteilles remplacent la première, le verre fait nombre de fois le tour du cercle, on parle très haut et la discussion devient vive sur les meilleurs moyens de parcourir le Rif. Quand nos cousins se retirent, il est convenu que nous partirons le lendemain pour l'Ala Marnia. De là, nous gagnerons Nemours, d'où nous entrerons, s'il plaît à Dieu, dans le Rif.